sommaire de cette édition, élection générale au Nigeria, les bureaux de vote ont ouvert ce samedi pour accueillir quelques 112,8 millions d'électeurs qui choisiront leur président. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a annoncé ce vendredi le limogeage du gouvernement et décrété l'état d'urgence dans tout le pays pour un an. Et puis l'opposant vénézuélien Juan Guaido est arrivé ce vendredi au concert organisé du côté colombien de la frontière à Cúcuta, en dépit d'un ordre judiciaire qui lui interdit de quitter le Venezuela. Les bureaux de vote ont ouvert au Nigeria après un report inopiné d'une semaine pour accueillir quelques 72,8 millions d'électeurs qui choisiront leur président au cours d'un scrutin qui s'annonce serré entre les deux favoris, Muhammadu Buhari et Atiku Abubakar. Le président sortant, Muhammadu Buhari, a été un des premiers électeurs en votant dans sa ville natale de Daura. Son principal adversaire, l'opposant Atiku Abubakar, était attendu dans un bureau de vote à Yola, dans l'état d'Adamawa, au nord-est du pays. Dans le reste des 120 000 bureaux de vote disséminés à travers le pays, des journalistes de l'AFP ont constaté de nombreux retards dus à l'installation tardive du matériel. Après le report du scrutin, d'abord prévu le 16 février mais repoussé quelques heures avant le début du vote par la commission électorale pour des raisons logistiques, les Nigérians devront choisir parmi un nombre record de 73 candidats en lice pour prendre la tête de la première économie d'Afrique et premier exportateur de pétrole du continent. Autre enjeu du scrutin, les électeurs devront renouveler les 360 sièges de la Chambre des représentants et les 109 sièges du Sénat. Aucune date n'a été donnée pour les résultats, mais ils sont attendus en général dans les 48 heures suivant le scrutin. Les violences ont éclaté jeudi dans le village de Kofa, à 70 km de la grande capitale de Kano, lors du passage de l'ancien gouverneur de l'État, Rabiu Kwankwaso, qui se rendait à un meeting politique de son parti, le Parti populaire démocratique, PDP, de l'opposition. Le PDP a rapporté que le convoi de Kwankwaso avait été forcé de s'arrêter par des supporters de l'actuel gouverneur, Abdoulaye Oumar, du Congrès des progressistes. La police locale a enregistré 2 morts et 36 véhicules brûlés, contrairement au bilan rapporté par la presse locale vendredi faisant état de 5 morts. Un membre du gouvernement local a également rapporté 2 morts dans les échauffourées et 10 blessés. Au Nigeria, le report des élections présidentielles, législatives et sénatoriales du 16 au 23 février a marqué un très clair changement de ton entre les deux principaux partis qui s'accusent mutuellement de saboter le scrutin, faisant craindre des éruptions de violence sporadiques à travers le pays. Le centre de communication et de crise nigérian, qui est composé de plusieurs représentants des agences de sécurité du pays, a classé l'état de Kano parmi les 12 états où des violences sporadiques sont à prévoir pendant ou après le scrutin. Les affrontements entre éleveurs musulmans et fermiers chrétiens qui ont fait près de 2000 morts en 2018 et des centaines de milliers de déplacés divisent un peu plus le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 190 millions d'habitants. Dans ce pays très religieux, mosaïque de plus de 200 groupes ethniques, la moindre rumeur ou la moindre étincelle est potentiellement explosive. À la veille de l'élection présidentielle prévue le 16 février dernier et finalement reportée d'une semaine, le gouverneur de l'État de Kaduna avait annoncé 66 morts entre éleveurs musulmans et leurs voisins de l'ethnie Adara. Puis il a surenchéri quelques jours plus tard avec un bilan de 130 morts. Ça peut être plus, ça peut être moins dans une crise de cette ampleur. Il vaut mieux attendre les résultats de l'enquête pour avancer des chiffres, a-t-il déclaré lors d'un point de presse, pour tenter de calmer les esprits déjà échauffés par la campagne électorale. Mais selon les témoignages récoltés sur place, une dizaine d'agriculteurs à Dara auraient été tués le 10 février dernier, à quelques kilomètres de là. Le pasteur Yohana Bourou affirme qu'il s'agissait d'une vengeance après
que 2 peuls nomades aient été tués après avoir fait intrusion dans une ferme avec leurs troupeaux. Toutes les observations envoyées par le ministère de l'Intérieur concernaient les dossiers des membres fondateurs, de certains membres fondateurs, sur lesquels, selon eux, il y avait des choses à corriger. Soit des noms mal écrits par un délégué de quartier, ou un chef de village, ou une signature qui faisait défaut, ou parfois, la loi ayant demandé que nous fournissions des attestations de résidence, certains ont fourni un certificat de résidence qui est d'ailleurs plus fort que l'attestation de résidence, mais l'administration a estimé qu'une fois que c'est écrit attestation, ça devait être que des attestations à fournir et nous avons tout corrigé sans rien oublier et renvoyé les dossiers le 14 février 2019, toujours par exploit d'huissier. Après le 14, si le ministère estimait qu'on avait, malgré nos réponses, quelques corrections ultimes à faire, il s'agissait de nous adresser à nouveau de nouvelles observations pour que nous y répondions. Nous n'avons pas eu d'autres observations. Donc notre surprise est grande que le courrier qui nous est adressé porte sur des éléments qui n'ont absolument rien à voir avec les observations auxquelles nous avons répondu. On ne peut pas continuer comme ça. Si c'était vraiment pour nous éprouver, qu'ils arrêtent. Parce que nous savons répondre, nous aussi, à ces attaques. Les élections ne se passeront pas sans l'USN. Ça, je voudrais rassurer les militants pour leur dire, certainement d'hier à aujourd'hui, beaucoup ont peut-être mal dormi. Je voudrais les rassurer pour leur dire que nous irons aux élections. L'USN ira aux élections comme tous les autres partis. Depuis près de 30 ans, le président soudanais Omar el-Béchir est bien déterminé à ne pas céder face aux manifestations qui réclament sa démission. Depuis le début des manifestations le 19 décembre dernier, le chef de l'État soudanais s'est adressé à plusieurs reprises à ses partisans, promettant le développement économique et la paix dans le pays et refusant de céder le pouvoir. Mais face à ce mouvement qui ne faiblit pas, il a annoncé ce vendredi le limogeage du gouvernement et des instances dirigeant les provinces du pays et décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire pour 1 an. 5 ministres du gouvernement sortant, dont ceux des Affaires étrangères, de la Défense et de la Justice, conserveront leur portefeuille, a annoncé quelques heures plus tard le président. Omar el-Béchir a aussi nommé à la tête des 18 régions du pays 16 officiers de l'armée et 2 responsables de la sécurité. Réagissant à ces annonces, l'Association des professionnels soudanais, fer de lance du mouvement de contestation, a affirmé qu'elle continuerait à appeler à manifester jusqu'à ce qu'Omar el-Béchir démissionne. Mais non seulement le chef de l'État ne semble pas prêt à quitter le pouvoir, mais il compte même briguer un 3e mandat en 2020 après avoir été élu 2 fois président dans des scrutins boycottés par l'opposition en 2010 et 2015. Selon un bilan officiel, au moins 31 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement provoqué par la hausse du prix du pain dans une économie dévastée par la crise. L'ONG Human Rights Watch fait état d'au moins 51 morts, dont des enfants. Le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Ousseini Compaoré, s'est rendu ce vendredi sur le site du FESPACO, le plus grand festival de cinéma africain qui célèbre à partir de ce samedi son 50e avec pour thème la mémoire et l'avenir du 7e art sur le continent, dans un contexte tendu par la multiplication des attaques djihadistes au Burkina Faso. Tous les marchands qui sont tout au long, on doit pouvoir les contrôler et savoir s'il n'y a pas d'étrangers qui sont venus confier des choses, des sachets ou quelque chose. Tous ceux qui sont tout au long ici. Nous avons des mesures de sécurité habituelles que nous renforçons pour le FESPACO. C'est tout à fait normal. Nous voulons rassurer les festivaliers qu'on peut venir à Ouagadougou, se promener, manger à toute heure, se déplacer à toute heure sans problème.
Quelques 165 films ont été sélectionnés pour cette 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, dont 20 longs métrages de fiction en compétition pour les Talons d'or de Yenanga, la récompense suprême. Pendant 8 jours, du 23 février au 2 mars, le festival présentera aussi courts-métrages, documentaires, séries télévisées, films d'animation ainsi que des films d'écoles africaines de cinéma en compétition dans les différentes sections. Outre 4500 professionnels, les organisateurs attendent 100 000 spectateurs lors des 450 projections prévues dans 9 salles de cinéma de la capitale burkinabé, mais aussi à Bobo-Dioulasso et à Ouaïgouya, les 2 principales villes du pays. À quelques jours de l'ouverture du festival. Au Venezuela, la lutte pour le pouvoir connaît un épisode crucial ce samedi, jour J fixé par l'opposant Juan Guaido pour faire entrer l'aide humanitaire stockée à la frontière colombienne, bouclée par l'armée fidèle au régime de Nicolás Maduro. Malgré un ordre judiciaire lui interdisant de quitter son pays, l'opposant reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim du Venezuela est arrivé en Colombie pour assister à un concert d'aide. Il affirme que l'armée a participé à l'opération qui lui a permis d'arriver à Cúcuta en Colombie. Vêtu d'une chemise blanche, le poing levé, entouré de policiers, Juan Guaido a retrouvé le chef de l'État colombien Iván Duque près de la scène de ce concert en faveur de l'entrée de l'aide humanitaire pour le Venezuela. Il a appelé les Vénézuéliens à manifester pour réclamer ces aliments et médicaments destinés à pallier les pénuries dont souffre l'ancienne puissance pétrolière en crise. Mais Nicolás Maduro, dont la réélection est jugée frauduleuse par ses adversaires, refuse de laisser entrer cette aide, y voyant les prémices à une intervention militaire de Washington pour l'évincer du pouvoir. Son gouvernement a d'ailleurs ordonné ce vendredi la fermeture de la frontière avec la Colombie dans l'état de Táchira, voisin de la ville colombienne de Cúcuta. Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces, a déclaré le souverain pontife à l'ouverture du sommet inédit au Vatican pour lutter contre les agressions sexuelles sur mineurs perpétrées par des membres du clergé. À 2 pas du Vatican, au pied du château Saint-Ange, des victimes de l'association internationale ECA racontaient leur histoire pendant que se déroulait l'ouverture du dit sommet. C'était mon dernier certificat d'innocence. Il m'a amené à ce petit séminaire et j'ai été molesté sexuellement par un prêtre quelques années là-bas. Et après mon école primaire, c'était terminé. Je n'ai fait que survivre. Aujourd'hui, c'est mon dernier certificat d'innocence. Venir en public dire « j'ai été abusé et l'Église doit arrêter ça ». Les mesures qu'il doit prendre, c'est de redonner les noms des prédateurs partout au monde, de faire ça public parce qu'il y a trop de prédateurs qui sont cachés, qui sont encore en vie, qui sont même dans les paroisses et qui sont même près des enfants et qui continuent les abus et ça doit arrêter maintenant. On en a marre. L'Église, dont la crédibilité a été sévèrement entachée en 2018 par de nouveaux scandales de grande ampleur au Chili, aux États-Unis ou encore en Allemagne, sait qu'elle doit désormais agir au risque de sombrer. La courte réunion qui vise à réveiller les consciences dans les rangs de l'Église avec une méthode collégiale éducative prendra fin dimanche par un discours très attendu du pape François et ne doit pas déboucher sur un document final.